on attaque le problème. Alors, exemple dans SP+, alors regardons un petit peu ce qu'on va faire. Soit A, une matrice de SP de R, voilà, petit a endomorphisme symétrique, donc c'est bien que ce ne soit pas purement matriciel, et ça va servir après. La preuve que le lien entre SP+, et SP+, quoi, le SP+, de l'agrégation et le SP+, de la classe prépa. Démontrer que pour toutes les matrices S et T, ici, S plus T appartient à SP+. Et puis après, on résout une équation, mais dans SP+, il faut prendre une racine énième, existence, 8 unicité, avec une méthode. Alors, il y avait une méthode avant très classique qui utilisait les polynômes interpolateurs de Lagrange. Là, c'est une autre méthode, mais qu'on voit aussi qu'on commence à voir un petit peu partout. Elle est classique, cette méthode, dans les livres. Et puis là, on fait le bilan. Et puis ici, on a une application qui va être bijective. Alors, ça y est, on a attaqué le problème et sa première partie. La question 4. Donc, si A est une matrice symétrique de taille P, alors P c'était un nombre normal, euh, on associe dans la base canonique un endomorphisme petit a de RP, et il fallait montrer que A était un endomorphisme symétrique de RP. Donc il fallait montrer que AXY c'est XAY. Donc le sésame c'est d'écrire, étant donné que euh, l'écriture matricielle c'est dans la base canonique, et que la base canonique c'est une base orthonormée pour l'espace euclidien, hein, muni de sa forme canonique RP. Hein, voilà. Il faut rappeler peut-être le côté base orthonormée ici, je ne sais pas, ou peut-être que c'était au tout début du problème que c'était précisé, je ne sais pas. En tout cas, ici, si vous voulez, c'est comme si vous avez identité ici, hein, et donc ça vous demande une base orthonormée là. Bon, bref. Ici, vous avez AX le tout transposé fois Y, donc X transposé A transposé Y. Là, vous vous servez du fait que A est symétrique, donc A transposé, c'est A. Mais maintenant, vous avez l'associativité qui vous dit, parce que pour l'instant, on était comme ça, et là, maintenant, vous pouvez passer comme ceci. Voilà, et donc là, on reconnaît X à Y. Voilà, et donc A de Y. Donc, en fait, on voit que A est un endomorphisme symétrique. Ensuite, il fallait montrer que S est dans SP plus de R. Donc ça, c'était défini comme étant l'ensemble des matrices symétriques, réelles, avec des valeurs propres, positives. Une définition un peu lourde là, pour moi. Pour moi, ça me paraît beaucoup plus naturel. Voilà, c'est dit. Alors, c'est équivalent à ça. Alors, de toute façon, il faut savoir faire l'équivalence, quelle que soit la définition. Ça, c'est pas un problème. Hein. Alors, donc, on y va. L'implication, ben, on va supposer que ça, c'est vrai. On écrit, on dit que S, comme c'est symétrique réel, c'est diagonalisable dans une base orthonormée de RP, que je vais appeler, avec mon Y, c'était une matrice colonne, donc je vais reprendre VI comme des matrices colonnes, c'est les vecteurs propres. Donc ici, y égale somme de i égale 1 à p de yi vi. Je le décompose dans la base de vecteurs propres, mais une base orthonormée. Et maintenant, quand je vais écrire ceci, bah, ça va s'écrire là, ici, bah, somme de yi vi transposé, évidemment, quand je vais transposer. Et ici, je vais avoir sy, et je développe le s là-dedans, et SVI, j'utilise le fait que c'est lambda I, VI. Donc ici, j'ai changé, là j'ai mis I, là j'ai mis J, et je vais multiplier et utiliser le fait que ben, VI transposé VJ est égal au symbole de Kronecker, hein, delta IJ. Voilà. Et donc là, quand je vais multiplier, je vais avoir que les termes diagonaux qui vont rester, et ça va être les termes ben, lambda I, YI carré. Voilà. Comme I est réel, ça c'est un positif. Par définition ici, lambda I est positif, donc cette somme est positive. Voilà. Réciproquement, eh ben, on sait que S est diagonalisable et, sur R, et on prend lambda I
une valeur propre. Il faut montrer que cette valeur propre est positive. Donc je prends un vecteur propre, VI, et je vais appliquer ceci avec y égale VI, ça me donne que ça c'est positif, mais SVI, ben, c'est lambda I VI, je sors le lambda I, ça fait VI transposé VI, et ça je sais que c'est positif. Alors là, attention tout de même, VI étant un vecteur propre, il est non nul. Là, je reconnais la norme au carré de VI, donc la norme au carré est non nulle parce que par séparabilité de la norme, et donc ça nous fait ici un non nul. C'est parce que c'est non nul que ça implique que lambda I est supérieur ou égal à 0. Voilà. Alors, on continue avec la question 6. On a deux matrices de SP plus de R, et il faut montrer que la somme reste dans SP plus de R. Ce qui aurait été impossible de démontrer si on était resté avec la définition hein, des valeurs propres, parce que comme elles ne commutent pas, on ne peut rien dire sur le spectre de S plus T. Mais là, on a un critère qui marche bien, qui a été donné dans la question 5, et on va regarder juste si y transposé S plus T y est positif pour tout y, bon, c'est des vecteurs colonnes, hein, tout ça. Et donc effectivement, l'additivité là, marche bien, et la somme d'éléments positifs, puisque S et T sont SP+, eh bien c'est positif. Voilà, donc là pas de problème. Le 7 était un peu délicat, hein, il y avait quand même des petits pièges dans le 7. Regardez, vous avez une matrice de SP+, et il faut montrer qu'il existe, juste l'existence, d'une matrice de SP+, telle que Rn égale S. En gros, il faut montrer qu'il y a une racine n-ième. Alors, on voit bien d'où ça vient. Ça vient du fait que sur R+, il y a une racine n-ième, et qu'en fait, SP+, généralise quelque part S+, avec ce théorème spectral. Alors, regardez, hein, on va écrire S égale P fois D fois P-1, donc S est symétrique, donc diagonalisable sur R, mais diagonalisable en base orthonormée. Donc je prends P dans O de N. Hein, donc ça c'est une matrice de passage entre deux bases orthonormées. Et D, c'est une matrice diagonale avec des lambda I qui sont effectivement les valeurs propres et dont on sait qu'elles sont positives ou nulles. Et on va prendre mu I tel que mu I puissance n égale lambda I. C'est possible parce que les lambda I sont positifs ou nuls. Et on choisit mu I positif ou nul. Donc voilà, on sait que c'est possible. Maintenant, on va poser R égale P delta P-1, où delta, c'est la diagonale des mu I, dans le même ordre. Donc, quand on va faire Rn, étant donné qu'on a pris P delta P-1, ben, ça va être sa puissance n, et on sait que ça fait P delta n P-1. Peut-être qu'il n'est pas mauvais d'expliquer un petit peu pourquoi. Bon. Mais en tout cas, delta n, ben, ça va être la matrice diagonale des mu i puissance n, donc des lambda i, donc ça va être D, par définition D, et ici on retrouve S. Donc on a gagné, attention, parce qu'il faut encore ceci. Donc on doit montrer que c'est déjà symétrique. Alors c'est symétrique, il ne faut pas juste dire, bah oui, j'ai pris les valeurs propres positives, il faut aussi que ce soit symétrique. Donc on regarde la transposée de R, donc c'est la transposée de ça, et là on se rappelle que P est dans O de N, donc c'est-à-dire que P transposé est égal à P-1. Donc je remplace P-1 par P transposé, et ici tout marche bien. Je retombe sur P delta P transposé, qui est P-1 ici, et donc ça fait R. Donc R est symétrique, et toujours positif, parce que mu I est positif. Voilà, allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va continuer avec le 8. Autant le 7 c'était l'existence, autant le 8 ça va être l'unicité qui est un petit peu plus délicate et qui est fait par une méthode assez élégante. On a deux matrices S et U dans Sn+, avec UN égale S, et on veut montrer que petit u est entièrement déterminé hein, par cette équation et le fait que grand U est dans Sn+. Alors petit u et petit s, ce sont les endomorphismes qui sont canoniquement associés aux matrices. Alors, premièrement, donc le petit a,
Il fallait montrer que U induit un endomorphisme symétrique sur les sous-espaces propres. On sait que voilà, il y a des sous-espaces propres pour des valeurs propres réelles, E lambda I de S. Alors, il faut d'abord rappeler que petit u est symétrique. C'est un endomorphisme symétrique de l'espace total. Ensuite, que U stabilise E lambda IS. Alors ça, globalement, on le sait un peu, c'est parce que U et S commutent, parce que U commute avec U puissance n, plus généralement tout polynôme de U, et donc en particulier avec S. Donc ici, vous prenez X, donc il faut refaire la preuve, vous prenez X dans sous-espace propre, et vous regardez, vous voulez montrer que U de X est encore dans le sous-espace propre, donc vous appliquez S à U de X, et là vous rappelez que S c'est U puissance n, donc vous avez du U puissance n plus 1 en tout, donc vous pouvez l'écrire U un de X, bon c'est pareil que de dire que U commute avec UN, il n'y a pas de problème, donc ça fait U de S de X. S de X là maintenant vous dites que c'est lambda de X, et vous sortez le lambda, ça fait lambda U de X, donc U de X, d'accord, il est bien dans le sous-espace. Attention, il peut être nul, donc on ne dit pas que c'est un vecteur propre, mais il est dans le sous-espace E lambda I de S. Voilà. Donc, bilan des courses, U est symétrique sur le grand espace et il stabilise lui, donc il devient un endomorphisme qu'on va appeler U indice I de E lambda I de S. Et donc, il est forcément symétrique pour la structure euclidienne de E lambda I de S, induite par la structure du grand espace d'un RP dans lequel il plonge. Voilà. Bon, alors, vous regardez la formule qui correspond à U symétrique, vous voyez bien que qui peut le plus peut le moins. Si la formule est vraie pour tout xy dans RP, ça va être vrai pour tout xy dans le plus petit espace, c'est normal. Voilà, ceci dit, maintenant, on va s'intéresser à cet endomorphisme induit UI qui est symétrique sur ce sous-espace. On prend mu, une valeur propre de UI. Alors, mu existe parce que est réel, d'accord, mu réel. Ça existe parce que UI est un endomorphisme justement symétrique. On a le théorème spectral qui nous aide à dire ça. Donc on regarde maintenant un vecteur propre x, et on a ui n de x égale forcément à mu i puissance n de x. Mais ça c'est s de x, puisque ui c'est rien d'autre que u restreint, et donc un c'est s de x c'est lambda i x, puisque x forcément il a été pris dans l'espace. Donc on choisit un x non nul, on peut choisir un x non nul, puisqu'on a bien l'existence d'une valeur propre, c'est le théorème spectral qui nous dit ça. Et donc on va pouvoir écrire ceci égale cela. Et donc comme x est non nul, d'accord, vous savez que si lambda x égale mu x, ça ne veut pas dire que lambda égale mu, mais si x est non nul, alors oui, on peut dire que lambda égale mu. Donc ici on a mu i puissance n égale lambda i, et donc mu i est unique, toujours pareil, mu i est unique parce qu'il y a une seule racine énième qui est dans R+, parce qu'on sait que grand U ici est dans Sn+. Voilà. Oui, donc il fallait montrer qu'il y avait une seule valeur propre possible, et puis voilà. Donc là c'est bon, on n'a qu'une seule valeur propre possible. Maintenant petit c. Alors UI est diagonalisable. Oui, par A, et possède une unique valeur propre. Oui, par B. Donc UI est scalaire. D'accord, voilà. C'est l'endomorphisme scalaire, mu I, identité de E, l'indice lambda I de S. Très bien. Donc maintenant, U, pourquoi elle est unique, puisqu'on va nous demander de montrer l'unicité de petit u, qui correspond à grand U, donc finalement l'unicité de grand U aussi, qui vérifie ça, tout en vérifiant ça, évidemment, ça c'est important, on s'en est servi là. Eh bien, il faut rappeler que RP est somme directe des E lambda IS, ça c'est le théorème spectral appliqué à S, et donc U maintenant est entièrement déterminé, parce qu'il va être entièrement déterminé sur une base compatible avec ces sous-espaces.
et qui va être une base de RP. Voilà. Voilà, donc on a globalement montré l'unicité. Ce qui fait qu'on arrive rapidement à 9. Là, 9 c'est facile, ça va être la somme de 7 et 8. Hein. Donc on a S dans SP plus de R. Pour montrer qu'il existe un unique R dans SP plus de R tel que Rn égale S. Et bien oui, 7 c'était l'existence, 8 l'unicité, c'est vite torché. Voilà. Maintenant, donc plus qu'à faire la question 10, on aura terminé la partie 1 et on peut se sentir... une fois qu'on a terminé la partie 1, c'est sorti d'affaire de cette épreuve, hein, même si on va quand même aller plus loin. Hein. Alors, dernière question de la partie 1, soit psi de SP plus de R carré dans les triplets de SP plus tels que xn plus yn égale zn. Cette équation de Fermat, en quelque sorte matricielle. Alors, qui a UV associe racine énième de U, racine énième de V, racine énième de U plus V. Voilà. Alors, il faut montrer que c'est une bijection. Attention, il ne faut pas partir en bille en tête sur la bijection en disant injectif sur surjectif. Tout commence par bien défini. Bien défini, bah oui, ça c'est bien défini. U donne racine énième de U, c'est bien défini d'après le 9. Pareil pour V, ici. U plus V, bah, est bien dans S plus de R, et donc la racine énième de U plus V, et donc la racine énième de U plus V est bien définie, et c'est bien là-dedans. Donc maintenant, ça, ça et ça, il faut vérifier que c'est bien là-dedans. Ensuite, il faut vérifier que ça vérifie ça, pour que ce soit bien défini. Donc, voilà, on va mettre là le premier à la puissance n, le deuxième à la puissance n. Bon, c'est fait pour faire U plus V, et ça, c'est U plus V, donc ça, c'est bon. Voilà, donc ça, il fallait commencer par ça. Obligé. Injectif. Bon, bah, injectif, oui, hein, d'accord, si on a deux éléments qui ont la même image, bon, bah, par exemple, vous prenez racine, déjà, vous prenez racine énième de U égale racine énième de U', vous mettez à la puissance n, et ça fait U égale U', donc il n'y a aucun problème. Et surjectif, maintenant. Alors, on part de X, Y, Z qui sont dans SP+, et qui vérifient ça. Hein. Il faut montrer qu'il y a un antécédent, et que l'antécédent est bien là-dedans. Alors, on part de U égale X puissance n. D'accord. Ah oui, c'est assez normal. Hein. Donc là, ici, hein, vous avez votre X, Y et Z. Il vérifie ça. Bah, U, forcément, ça va être X puissance n. Donc maintenant, V, forcément, on n'a pas le choix. Ça va être Y puissance n. Maintenant, on a UV. Est-ce que ce UV va bien vers X, Y, Z? Et là, ce sera terminé. Alors, bon, on a vu que c'était bien défini déjà. Il faut vérifier qu'on a bien cet élément Z qui va être égal à ça. Bah oui, parce que X par unicité du 9 existentielle unicité, c'est surtout le 8 en fait. C'est racine énième de U, Y c'est racine énième de V, et Zn, quand on va calculer Zn, étant donné que c'est égal à Xn plus Yn, par hypothèse, bah ça va être égal à U plus V, et par unicité, toujours le 8, et bah Z est égal à racine énième de U plus V. Donc Z, c'est bien ça. Donc l'image ici, c'est bien identifiable à X, au triplet X, Y, Z. Voilà. On a fini un chapitre, on a bien mérité un petit chocolat et un petit morceau de noix, par exemple.